Donc moi, je m'appelle Rizlan Arfaoui, je suis donc partenaire chez STFU. Et aujourd'hui, comme le disait très justement Mika, donc le thème, c'est la Gen AI 2 ans après. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au-delà des grands effets d'annonce et des promesses, on a envie de voir qu'est-ce qui est concrètement fait dans les entreprises en parlant donc à des acteurs qui sont engagés. Merci beaucoup à vous 5 d'être là ce soir. Je vais vous présenter rapidement. On a d'abord Davy Alexandre Gay, qui est Head de la transformation IA et de la stratégie digitale chez Aegis. On a Paul Bourseret, qui est Deployment Director chez Aegis. On a Charles Bordery, qui est co-founder et CEO de Letria. On a Thomas Vongerkoum, qui est Digital Development Director chez Vidal. Et on a Nicolas Marché, qui est co-founder et CEO de Facette. Donc encore merci d'être là pour ce qui est du déroulé. On va démarrer par des retextes, donc on va les laisser parler de leur retour d'expérience, des projets qu'ils ont pu lancer, des solutions qu'ils ont pu déployer dans la GenIA. Ensuite, on donnera la parole donc, à la salle pendant 5 minutes pour poser des questions si vous en avez. Et ensuite, on va aller sur des thématiques plus précises. Donc, on aura des questions à leur poser. Et ensuite, on aura encore un temps d'échange avec la salle. Voilà pour le déroulé. Donc, comme je disais, on va démarrer sur les retours d'expérience. Donc, pour aujourd'hui, comme je le disais, chacun en fait travaille dans la GenIA ou en tout cas a lancé des solutions en GenIA. Vous avez, si ça vous va, vous avez 5 minutes pour parler de vos projets et de vos solutions. On va avoir une image pour illustrer à chaque fois. Et on commence par Aegis. Donc, je vous laisse la parole à vous deux. Eh ben alors, on va commencer par Iris, effectivement, Aegis. Donc peut-être quelques mots sur Aegis avant de commencer. Oui, très rapidement. Enfin, Aegis, c'est un groupe d'ingénierie, conseil ingénierie et exploitation. On intervient dans le monde entier sur tout ce qui se construit et en exploitation aussi. Donc depuis 70 ans, on fait des ponts, des centrales nucléaires. Voilà. Donc de l'ingénierie avec beaucoup de gens qui conçoivent. Voilà. Et il y a maintenant quelques années, enfin il y a 1 an et demi, 2 ans, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle SustainEco, qui fait de l'analyse de cycle de vie carbone. Et un des composants de cette start-up est toujours basé d'ailleurs sur de la GenAI. Et donc on s'est dit, on est en 2022, on se dit qu'il y a un go-to-market assez fort de solutions comme ChatGPT, Cohere, etc. Et on se dit, il y a peut-être un espace pour une société comme la nôtre pour développer son propre cas d'usage, ou du moins des cas d'usage. Donc on se retrouve à l'hiver 2023 et on lance une série de hackathons pour essayer de définir quels sont les cas d'usage qui pourraient être nécessaires pour nos ingénieurs. Et suite à... Allez, on a eu combien de projets ? Une trentaine. Donc on définit une trentaine de cas d'usage et on arrive à sortir des équipes l'ensemble des composants techniques pour pouvoir sortir une solution basée sur ces solutions-là. Donc, un certain nombre d'itérations plus tard, on arrive à développer une plateforme que vous pouvez voir sur cette magnifique image, qui aujourd'hui a un certain nombre de fonctionnalités. On a une plateforme de base sur laquelle on va pouvoir faire de l'analyse documentaire. Un ingénieur aujourd'hui chez Aegis travaille avec énormément de documents. Et donc le fait d'avoir une plateforme sur laquelle je vais pouvoir déposer mes documents et interroger ces documents avec de la GenAI, ça va me faire gagner en fait pas mal de temps. Par-dessus ça, on a développé un certain nombre de cas d'usage beaucoup plus spécifiques, tournés sur des besoins que nos ingénieurs pouvaient avoir. Je vous prends un exemple. On recherche énormément de données chez nous. Il y a beaucoup de bases de données. Et donc on a fait un cas d'usage pour brancher Iris à l'ensemble des bases de données du groupe. Alors c'est toujours en cours de construction. On a des premiers POC qui sont assez concluants. Et on arrive, par de la GenAI, à poser des questions et à retrouver l'ensemble des documents nécessaires à la question qu'on a. Je sais pas, je recherche des projets d'hôpitaux en Occitanie pour chercher un certain nombre d'experts. Ça va interroger l'ensemble de nos bases de données et sortir le nom de ces experts qui ont travaillé sur ces projets. Il y a aujourd'hui 6 autres cas d'usage assez spécifiques. Une réponse à des appels d'offres, la génération de fiches de référence, la génération de fiches de retour d'expérience. Bref, un certain nombre de cas d'usage qu'on a essayé de construire en fonction du cycle de vie du projet. Un projet chez Aegis, il arrive, donc on fait une veille d'opportunité. Il y a beaucoup d'étapes qui finissent souvent par un retour d'expérience. Et dans l'ensemble de ces étapes, on essaye de construire des cas d'usage pour répondre aux besoins de nos ingénieurs. Et c'est un travail que l'on fait maintenant depuis 1 an, on est assez content.
Quelques chiffres peut-être, on est 20 000 aujourd'hui chez Egis et on a réussi à atteindre 8 000 collaborateurs inscrits sur la plateforme et qui l'utilisent quasiment de manière hebdomadaire. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on fait. On a un autre produit qu'on a développé pour les architectes. On a 1300 architectes dans le groupe Egis. Et donc, on a souhaité aussi aller explorer ce qu'on pouvait faire avec Stable Diffusion et ControlNet. Et en fait, en faisant ça, on a créé un produit interne qui s'appelle pour l'instant Pablo.ai, parce que c'est le nom de l'architecte, non pas Pablo Picasso. Et en fait, on est allé vraiment chercher ce qu'on pouvait faire pour nos architectes en phase amont, et on a réussi en fait en travaillant sur Stable Diffusion plus ControlNet à sortir un produit derrière qu'on utilise avec nos collaborateurs architectes qui sont plutôt pour le coup à l'international puisqu'on ne le fait pas trop en France. Donc, voilà. Merci beaucoup. Pour ce qui est d'Iris, moi je travaille avec des collaborateurs chez Egis et je pense que c'est un succès parce que pour eux c'est vraiment un réflexe d'utiliser Iris dans leur day-to-day job. Donc ça a l'air d'être une belle réussite. Merci beaucoup. Merci, on va passer à toi Charles. Est-ce que tu peux nous parler, donc nous expliquer ce que fait Letria et peut-être nous présenter quelques cas d'usage? Oui, bien sûr. Il y aura pas mal de choses d'ailleurs qui vont faire résonance avec ce qu'Egis a fait depuis quelques années. Donc, chez Letria, on est une société qui a été cofondée en 2019. On est aujourd'hui une équipe d'une 20aine de personnes à Paris, juste à côté. On travaille historiquement sur des sujets de traitement du langage, mais évidemment aujourd'hui c'est pas comme ça qu'on se présente. Le cas d'usage majeur sur lequel on travaille, c'est on aide les organisations qui ont des documents très complexes à naviguer à travers ces documents et à pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Donc on travaille beaucoup avec le manufacturing, l'engineering. Concrètement, on travaille dans tous les environnements où il y a des PDF complexes et où je ne peux pas envoyer 10 000 PDF complexes avec des tableaux, des diagrammes dans ChatGPT en attendant une réponse miracle. Donc les gens viennent nous voir, très souvent déçus, parce qu'ils ont essayé de construire en interne des solutions, et ce n'était pas forcément aussi positif, et la conclusion n'était pas forcément aussi positive que chez Egis, puisque les gens viennent nous voir en disant j'ai essayé de construire ou j'ai acheté des solutions, et ça ne fonctionne pas pour des raisons souvent de performance et d'explicabilité. Donc on vient nous voir avec ces deux sujets-là. Mon assistant ne me donne pas de bonnes réponses, ça c'est un premier problème, pas assez de bonnes réponses. Et deuxièmement, je ne peux pas expliquer quand la réponse est mauvaise, même quand elle est bonne. Et ça fait vraiment peur. Nos clients, c'est les métiers directs. Et donc, ce qu'on veut, c'est créer de la confiance avec ces assistants-là. Donc, on a créé en fait une plateforme qui permet d'ingérer énormément de documents très complexes. Ça a beaucoup moins d'intérêt si vos documents ne sont pas très complexes parce que vous pouvez utiliser des solutions du marché qui vont bien faire le boulot là-dessus. Mais concrètement, nous, on commence à s'amuser dans des cas de figure où j'ai des RFP avec des normes ISO, j'ai 10 000 pages de réglementation européenne, j'ai des diagrammes, des logigrammes, des tableaux sur 4 pages. Et c'est là qu'on commence à bosser. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer un environnement dans lequel la machine va pouvoir prendre en contexte tout ce savoir extrêmement précis. Donc, on a beaucoup travaillé sur le nettoyage des documents. Donc, on a une brique qui respecte, qui ne dégrade pas l'information. Et ensuite, on a beaucoup travaillé sur comment je vais chercher dans ma base de connaissances les bonnes informations pour répondre aux questions. Donc ça, ce sont les deux gros modules technologiques sur lesquels on travaille. Je n'irai pas trop dans le détail pour l'instant, mais on a une technologie qui est basée sur des graphes de connaissances, et c'est ça qui fait la différence par rapport au paradigme actuel, qui est de vectoriser l'intégralité de l'information du monde. Le seul problème, c'est que quand je travaille sur des machines avec 1500 composants qui ont tous des noms assez proches, qui ont des réalités assez proches, mais qui vont différer juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes relations, pas les mêmes attributs, les mêmes propriétés. Là, l'approche vectorielle, elle est complètement dans le panneau. Donc nous, on va venir rajouter une brique de symbolisme. Donc c'est là où on fait des liens avec la bonne vieille IA des années 80-90, qui n'était plus du tout à la mode dans les années 2018-2020, parce que c'était le tout deep learning. Et maintenant, on commence à y revenir, parce qu'on se rend compte qu'il y a un monde, une combinaison de deux mondes qui fonctionnent très bien ensemble. Les large language models qui ont une capacité à réfléchir très vite, et l'IA symbolique qui a une capacité à donner du rationnel, donner de l'explicabilité. Concrètement, on travaille sur 3 types d'industries, la sphère financière, l'engineering, manufacturing et la partie healthcare, life science. Et on améliore en moyenne de 20 à 30% la performance des assistants de questions-réponses dans les cas de figure dans lesquels on est. Nos clients, ça va être des sociétés comme le Crédit Agricole, La Poste, Chanel, le groupe FIV, des organisations qui ont le dilemme, est-ce que je le crée, est-ce que je le construis,
ou est-ce que je l'achète? Et d'ailleurs, ce dilemme-là, je pense que ça sera important d'en parler aussi parce que c'est impossible de le résoudre comme ça. On voit des organisations qui ont des data labs, qui ont des forces vives, mais qui vont vouloir peut-être rationaliser, prendre des projets en interne, en externaliser. Et quand ils externalisent, soit ils font appel à du conseil, soit ils achètent des solutions sur étagère. La nôtre, c'est une plateforme sur étagère qui se personnalise, qui se customise en quelques heures. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner un cas d'usage que tu as déjà implémenté chez un client? Oui, bien sûr. Donc nous, on est en production aujourd'hui chez plusieurs de nos clients. On travaille en 2 étapes. On fait souvent une étape de pilote de 4 mois. Au bout de 4 mois, on fait un sondage auprès des métiers. On fait un sondage sur l'adoption. À quel point vous l'utilisez? Combien de fois? Quelle est la fréquence mensuelle? Et est-ce que vous voyez un monde dans lequel vous revenez sans cet outil? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de revenir, de ne plus avoir cet assistant-là? Donc évidemment, ce qu'on veut, c'est atteindre des seuils symboliques et importants à lesquels une grande majorité des employés nous disent « j'imagine pas en fait mon quotidien sans ça. Il n'y a aucun monde dans lequel je ne travaille pas avec cet assistant-là ». Donc c'est ça qu'on va aller chercher pour ensuite statuer sur le fait qu'il y a de la confiance et qu'on peut passer en production. Mais c'est une conséquence de tout ce travail-là. Donc une fois que ces 4 mois sont déployés, on part sur évidemment une généralisation, une industrialisation sur tous les cas d'usage. On commence par exemple sur un cas d'usage dans l'industrie, sur de la réponse à des appels d'offres, vous l'avez cité. Vaste sujet, j'ai quelques semaines pour répondre à un appel d'offres, je vais avoir des spécifications clients, je vais avoir des normes et je dois mélanger ces 2 mondes. Donc je dois comprendre les écarts entre ce que me demande le client et ce que me demande le régulateur, je dois faire du gap analysis, je dois générer des réponses. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui prend, chez certains de nos clients, certains de nos utilisateurs, 15 à 20 heures par semaine. Donc notre job, ça va être de détecter les questions clés sur lesquelles ils travaillent le plus et de pouvoir automatiser ça pour qu'aujourd'hui, dans ces bureaux d'études, on ait 60 à 70% des ingénieurs bureaux d'études qui nous disent « il n'y a pas un monde dans lequel je reviens en arrière là-dessus ». Très clair, merci beaucoup. On va passer donc à Nicolas, si tu peux faire donc le même exercice, donc présenter Facet et quelques cas d'usage. Ça marche. Alors ça marche. Alors moi, avant Facet, j'étais associé d'une startup qui s'appelle Spendesk, qui est une entreprise qui faisait des moyens de dépenses connectés. Très bon produit, j'ai fait ça pendant 7-8 ans. J'en suis parti en 2023 et j'ai lancé plusieurs activités. La première, c'est un média qui s'appelle Millefeuille, comme le gâteau. Millefeuille AI, où là c'est plutôt un média, on va dire, centriste, qui analyse l'impact de la technologie sur la société, donc les enfants, la démocratie, la santé. On a fait une application pro bono, par exemple, pour les gens qui ont du vitiligo comme moi, maladie chronique. Et les entreprises, on a démarré comme ça. On a aussi un fonds d'investissement, on a investi un peu plus d'1 million en un an, là, que dans des startups françaises. Et on a lancé Facet, Facet qui est une entreprise de logiciels il y a un peu plus d'1 an. Donc cette boîte, il y a 15 personnes aujourd'hui, on a levé 5 millions l'année dernière. Et nous, ce qu'on fait, alors je ne sais pas si, Mika, il y a les visuels. Pas encore. Il est petit, on le voit ou pas? Bon, non, mais c'est le plus important. Alors voilà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis de l'IA dans des tables. Donc il y a effectivement les assistants depuis 2 ans, qui sont des chatbots. Ils sont bien pour interagir avec la technologie sur un format 1-1. Mais quand il s'agit de traiter des grands volumes de documents ou de données de système, c'est plus les bonnes interfaces. Donc nous, en gros, on a fait des applications IA qui sont des tables où chaque colonne en fait est un traitement qui fait appel à des modèles d'IA sur étagère ou paramétrés, des agents web, du code, des formules mathématiques. Et ça permet de répondre à tout un tas de cas d'usage, notamment pour toutes les fonctions back-office. Et nous, on ne s'occupe jamais du cœur métier des boîtes. Hein. C'est trop près de la valeur stratégique où là, il y a vraiment un intérêt à construire son IP soi-même. Nous, on s'occupe vraiment de toute la long tail, des workflows, des process qu'on peut vraiment accélérer dans des équipes back-office, c'est-à-dire finance. Donc, il y a des cas d'usage, par exemple, d'allocation de trésorerie, très utile quand il y a énormément d'entités juridiques. Il y a des cas d'usage, il y a des agents qui peuvent faire des analyses des achats pour comparer les prix payés avec les prix négociés, donc sur des centaines de documents, faire du rapprochement
de bons de livraison et de factures. Bon, par exemple, dans la construction, on reçoit énormément de matériel, ou dans l'hôtellerie, dans la restauration, et à chaque fois, on se fait avoir sur les quantités qu'on paye versus celles qu'on reçoit. Donc ça, c'est ce type de cas d'usage. Sur la partie juridique, il y a tout ce qui est audit contractuel. Donc là, c'est à destination des fonds, de private equity, des avocats, de toute personne qui a besoin de processer, d'analyser, d'extraire des informations de contrats. Donc contrat client, contrat fournisseur, documentation corporate. Voilà, donc il y a toute une batterie de cas d'usage d'applications et on a vraiment pensé la solution pour qu'elle soit surtout pour les équipes non techniques. Donc c'est très très simple d'utilisation. Nous on fait du logiciel depuis 10 ans, donc on a vachement travaillé les interfaces. Et on fait aussi, on a une approche à l'européenne, j'appelle ça. Donc il n'y a pas que le produit, il y a aussi le service en amont et en aval. Donc c'est-à-dire l'aide à identifier vraiment les cas d'usage qu'on peut héroïser et pour ensuite planifier une feuille de route, notamment voir ce que les boîtes veulent traiter eux-mêmes versus ce qu'elles veulent déléguer à des acteurs tiers, et toute la partie aval qui consiste à intégrer, puisque l'IA sans les data ça ne marche pas. Donc il y a énormément d'intégration à faire dans les systèmes de données et de transformation de processus. Donc, voilà. Donc le premier produit qu'on a, c'est ce qu'on appelle le studio. Donc vous pouvez aller le voir sur facetlabs.com, qui marche plutôt bien. Et on a aussi des applications beaucoup plus avancées pour des entreprises qui ont besoin d'un niveau de performance très élevé, où là, c'est nos ingénieurs IA à nous qui vont tweaker les modèles appelés dans la table. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. On va passer à Vidal. Vidal qui est un des pionniers de l'implémentation de l'IA et de la GenIA dans la santé. Donc je laisse la parole à Thomas pour nous raconter son expérience en GenIA. Bonsoir. Donc Vidal, ça incarne la référence sur les produits de santé, l'information sur les produits de santé. Plus récemment, un déploiement sur l'aide à la décision clinique, où on est devenu relativement important. Et on a eu un certain nombre de challenges à relever. La connaissance médicale évolue très rapidement, augmente en masse de manière très importante. Ça devient de plus en plus important pour un médecin d'avoir une vue assez panoramique de l'ensemble de l'information, alors qu'avec son cerveau, c'est de plus en plus difficile, avec un cerveau de médecin seul. Donc les cas d'usage qu'on a cherché à adresser, nous, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un médecin à aller plus vite, en synthétisant pour lui ce qu'il ne peut pas faire comme ça avec son cerveau de médecin. Donc on a globalement 3 champs d'application. On a le champ le plus simple, c'est on a commencé à utiliser l'IA pour nos propres usages en interne, pour faire de l'indexation semi-automatique de documents, pour faire de l'extraction de concepts, pour faire des traductions, pour faire des abstracts, pour faire ce genre de choses. Tout ça, ça marche très bien, c'est assez stable et on n'a pas eu trop de mal à utiliser ça. Ensuite, il y a la partie dont je m'occupe personnellement, c'est plutôt l'accès à l'information. Moi, je m'occupe principalement des plateformes web et mobiles. Et donc, on est un peu loin de l'information sur les patients eux-mêmes. On est vraiment sur la connaissance médicale. Et là, on a des interfaces diverses et variées qu'on a essayé de mettre en œuvre pour synthétiser, par exemple, si on a un corpus d'informations sur les pathologies, un corpus d'informations sur la prise en charge de ces pathologies, et un corpus sur les produits de santé qu'on utilise dans la prise en charge, comment on peut faire pour répondre aux questions que le médecin se pose. Et le Graal, c'est au bout, c'est « Ok, j'ai un patient, je viens de lui diagnostiquer telle maladie, je fais quoi maintenant ?» Et qu'on soit capable, en utilisant l'ensemble de cette connaissance, de lui faciliter la vie, de proposer un plan de soins, etc. Et la dernière partie, qui est de loin la plus complexe, c'est l'utilisation de cette connaissance médicale en résonance avec le patient, un patient en particulier, qui a des caractéristiques particulières, et là être capable d'appliquer la partie de la connaissance médicale qui va être relevante pour ce patient-là, pour aller dans le même sens finalement, pour le prendre en charge et arriver à le stabiliser ou à le soigner. Alors on a eu sur les 3 types d'initiatives des niveaux de succès divers et variés. Il y en a certains qui sont toujours en cours, on est toujours en mode recherche. Toute la première partie, c'est derrière nous et on continue à en faire, mais ça ne propose pas particulièrement de challenge. La partie dont je m'occupe, l'accès à l'information, commence à devenir compliqué, parce qu'on a commencé par le corpus d'information Vidal avec un niveau de performance qui ne nous allait pas. On était à un niveau de performance de l'ordre de 90%, mais quand on fait de la médecine, c'est pas assez 90%. Et en plus, on commence à faire grandir la base de connaissances, rajouter de la connaissance qu'on va chercher chez les partenaires, à la Haute Autorité de Santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament, etc., pour avoir une connaissance plus large. Et là, ça devient plus hétérogène, donc on a de plus en plus de difficultés à stabiliser un petit peu un modèle, mais on pense que d'ici la fin de l'année, on devrait arriver à avoir un service pour l'accès à la connaissance qui ressemble à quelque chose de stable et de suffisamment fiable.
Et il y a énormément de travaux, par contre, qui sont entrepris sur la partie qu'on appelle les outils d'aide à la décision clinique, où là, justement, il y a quelque chose de très particulier à faire, puisqu'on va s'occuper d'un patient dans le cadre d'une prise en charge et d'un état physiopathologique particulier. Et là, c'est le plus gros des challenges. C'est là que je pense qu'on a la plus grosse partie de nos investissements pour avoir, j'espère, d'ici 1 an ou 2, un outil stable qui permette de faire gagner beaucoup de temps aux médecins, finalement. Merci beaucoup Thomas. Merci pour vos présentations. On va se garder 5 minutes maintenant si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Bonjour, merci pour vos présentations. Je travaille chez Deloitte sur les problématiques IA et j'aimerais savoir dans les différents cas que vous avez cités, comment vous avez pu suivre, une fois que ça a été implémenté, des KPI vous permettant de voir s'il y a vraiment un retour sur investissement et est-ce qu'ils sont mis en place effectivement. Voilà, on parle tous d'heures en disant qu'on économise peut-être 20% d'heures ou ceci ou cela, mais dans les faits, comment on justifie un investissement sur plusieurs années auprès d'une direction générale dans le long terme? Je peux peut-être prendre la question parce qu'on travaille pas mal dans ce type d'industrie. La première étape, ça consiste à cartographier l'existant. Donc il y a des organisations, on est obligé de faire des business cases pour justifier un investissement. Et donc il faut s'attacher à identifier la baseline existante. Il y a combien de TP concernés, sur quelle tâche, combien de temps je peux gagner. Donc c'est en fait un assessment du ROI possible. La phase de pilote sert à faire la réalisation du ROI. C'est comme ça que Palantir, en fait, ils bossent et ils ont inventé cette méthode-là. Et donc, c'est-à-dire qu'en 6 semaines, je peux démontrer que le ROI attendu est bien réalisé. Et c'est ça qui permet de passer d'un petit périmètre réduit à l'échelle. Et je pense que le sujet, c'est que tous les assistants chatbot, en réalité, c'est difficile de sizer le gain a priori, on s'en rend compte qu'a posteriori. CF, les très bons retours, par exemple, pour les TRIA 4 mois après. Et donc, s'il y a des enjeux d'aller sur quelque chose où il y a de la valeur tout de suite, il faut plutôt aller sur des cas d'usage où il y a beaucoup de volume. Et nous, c'est par exemple pour ça qu'on fait des tables, parce qu'on est capable de dire, OK, je passe, j'ai peut-être 15 ou 20 ETP qui font tel processus, et donc là, on peut passer de 20 à 3, par exemple, ou redéployer, ne pas recruter, laisser l'attrition se faire, peu importe comment on le fait. Donc ça, c'est un bon cas. Et il y a peut-être aussi à chercher peut-être les budgets BPO dans les grosses boîtes, puisque là, il y a déjà €1 qui est dépensé en outsourcing. Et donc ça, si c'est automatisé, on peut aussi directement le relier à un gain monétaire. Et c'est souvent pour ça que les assistants, c'est plus un acte de foi, on va dire, a priori. Les chatbots, ça fait gagner 5 minutes par-ci, une demi-heure par-là. Mais si on veut aller démontrer du ROI très vite en 3 mois, mieux vaut démarrer sur des workflows où il y a beaucoup de volume. Et comme ça, c'est un vrai gain immédiat en termes de nombre de personnes et de temps gagné, quoi. Pour compléter aussi, je pense qu'il y a un vrai sujet autour du pricing. Si on parle de ROI, c'est qu'est-ce qu'on facture et quelle est la structure aujourd'hui. Le paradigme qu'on voit, c'est celui qui a été imposé d'une certaine manière par les gros modèles. Je pense à Microsoft Copilot, par exemple. Nous, quand on arrive, les gens nous disent Copilot nous a déjà vendu X milliers de licences. On a négocié 23 € hors taxe par mois. Donc ça, c'est le début de la conversation. Et c'est vraiment malheureux parce qu'on part déjà sur un mauvais pricing parce qu'ils font du dumping. C'est-à-dire qu'ils perdent 50 € en moyenne par licence par mois par utilisateur. Donc nous, chez les TRIA, on n'est pas prêt à faire ça. On n'a pas envie de jouer ce jeu-là. Donc dès à présent, la discussion, elle est mal embarquée. On n'est pas sur les bons fondamentaux. On ne va pas parler le même langage. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de casser en fait ce paradigme-là. Vous êtes utilisateur illimité. Il n'y a plus de paradigme d'utilisateur, donc la mesure du ROI, on ne va pas la prendre comme ça. On ne veut pas des gens qui disent ouais, j'en ai 90 licences, il y en a 40 actives, donc j'ai 50 qui sont un poids mort. Non, on va, comme disait Nicolas, on va aller chercher des cas d'usage qui sont porteurs de valeur et on va aller dire par exemple RFP, ça fonctionne bien. Combien de RFP vous avez par an? Vous en avez 150, 200, très bien. Est-ce que vous voulez prendre des crédits pour améliorer, augmenter certaines réponses à des RFP? Ok, très bien. Sur les 150, prenons peut-être 75 crédits, la moitié, et à la fin de l'année, on fait un état des lieux. On regarde les crédits sur lesquels, les RFP sur lesquels vous avez activé les crédits, on regarde les RFP sur lesquels vous avez continué de travailler manuellement, et on va pouvoir se faire des mesures de ROI extrêmement tangibles sur le niveau de succès
le niveau, les notes qu'on obtient sur les différents panels et la différente grille de lecture du RFP. Et là, très concrètement, a posteriori, on pourra avoir des mesures de ROI qui seront extrêmement fortes. J'ai réussi à améliorer, à générer, à participer à la création de valeur de X millions, dizaines de millions d'euros pour l'entreprise. Et peut-être juste pour finir là-dessus, donc effectivement, il y a un travail budgétaire qui est fait sur cette chose-là, et bon, tu traces tes hypothèses, un peu comme mes deux collègues l'ont dit. Nous, il y a quelque chose que l'on voit en plus chez Egis, c'est aussi le gain de qualité des rendus que l'on peut avoir. Et ça, pour le coup, c'est plutôt de l'intangible, enfin à date. Mais effectivement, il y a un gain de productivité, ce qui fait qu'on est capable de répondre à plus de choses, mais aussi on espère avoir une augmentation de notre close rate, parce qu'il y a une augmentation de la qualité des rendus qui sont faits. Et ça, pour le coup, pour le moment, c'est quelque chose que l'on cherche à démontrer, mais on commence à avoir pas mal de verbatim de la part de nos équipes qui nous prouvent qu'on va dans le bon sens. Oui, bonsoir. Gérard Réus, école d'ingénieur en numérique. On a lancé un laboratoire en IA générative. On forme des talents qui vont... Et il y a une question qui me trotte un peu, c'est au sujet de l'open source. C'est-à-dire, on parle de souveraineté. Quelle est la part de l'open source? Est-ce que ça devient une stratégie chez vous d'avoir des modèles, ou en tout cas l'IA générative open source, dans vos business models, par exemple? Moi, je veux bien en parler. Nous, par exemple, on est sur la couche applicative. Donc, on est face à l'utilisateur final, au client. Le client, il a un problème, il veut que le problème soit résolu. C'est ce qui l'intéresse le plus. Après, les modèles utilisés, ils s'en fichent. C'est une abstraction qu'il faut faire. Donc, nous, on route en fonction des cas d'usage vers la meilleure performance. Après, malheureusement, le secteur pâtit de ce qu'a fait OpenAI quand ils ont sorti ChatGPT. Ils avaient besoin de données d'entraînement. Et donc, dans les CGV, ils ont fait signer qu'en gros, les questions et les réponses étaient à eux. À la base, ChatGPT, c'était juste pour récupérer de la donnée. Bon, il s'avère que ça a bien marché. Mais depuis, ils ont, comme tout le monde, des contrats avec leurs clients où il y a de l'encryption, on ne garde pas la donnée. Et à partir du moment où on respecte tout ce qui est RGPD, les normes ISO, etc., pour moi, tout va bien. Je pense que le sujet de l'open source, c'est plus que, par exemple, avoir un modèle open source, ça permet de nous de contrôler le modèle, la version du modèle, et éviter que quelqu'un à Palo Alto fasse un changement qui fasse péter la performance en Bretagne, quoi. Donc moi, je vois l'intérêt là. Je vois l'intérêt de proposer autant de modèles que... Si certains clients ont des préférences, ils le font. Généralement, les performances sont quand même moindres. Donc, il y a un delta de temps. Donc, après, c'est les clients qui font leur arbitrage. Est-ce qu'ils se préfèrent un modèle open source qui performe moins pour des raisons internes ou véridiques, non, de données? Il y a plein de concurrents des gros modèles qui ne voudront pas passer par ces modèles-là. Comme avant, il y a plein de gens qui ne voulaient pas passer par AWS dans le retail. C'est aussi légitime dans la défense, dans plein de choses comme ça. Et donc, il faut pouvoir offrir ce genre de choses aux clients. Ouais. Juste pour compléter, la question se pose forcément, mais plus en lien de souveraineté de temps en temps. Je dis de temps en temps, parce que la réalité de la souveraineté applicative, il faut quand même déjà garder la souveraineté sur ce qui est dessous, énergie, data center et compagnie, quoi. Stable Diffusion, typiquement, on s'est posé la question, on se dit bah ok, c'est très bien, et on s'est posé la question à un moment donné quand on a voulu fine-tuner, en fait. Et là, je reviens à ce qu'on s'est dit, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit ce que je fais avec mes archis, là, j'ai plutôt envie de garder ça avec moi, et pas d'avoir quelqu'un qui change un truc à l'autre bout du monde, et moi je suis planté derrière, quoi. Pour les LLM, oui, on travaille avec Cohere, GPT-4o, voilà, mais... les clients ne nous demandent pas de passer en mode open, en fait. C'est plutôt à nous d'animer ça et de voir comment ça fonctionne. Donc, c'est une réponse un peu mi-figue, mi-raisin, en fait, que je vous fais. On est d'accord. Merci beaucoup, merci pour vos questions. On va passer à notre deuxième séquence, qui est donc trois questions, trois thématiques. La première, c'est pourquoi 90% des POC, donc des Proof of Concept GenAI, finissent dans les tiroirs. On parle souvent des success stories comme Klarna, que Charles aime beaucoup. Charles aime beaucoup cet exemple. Klarna son service client, c'est devenu un chatbot. Donc c'est un peu le pic de l'iceberg. Là, on veut comprendre pourquoi tout le reste finit dans un tiroir. Et on va commencer par toi, Thomas. Pour ce qui est de Vidal, tu parlais
de succès variables en fonction des projets. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux nous dire ce que tu aurais fait autrement pour que ce qui a échoué soit un succès? Donc nous, chez Vidal, on est parti de pas grand-chose, en fait. Notre spécialité, c'était pas ça à la base. C'était plutôt tout ce qui concerne la médecine, le produit de santé et tout ça. Donc on s'est fait accompagner, notamment par vous. Notamment aussi pour cartographier les cas d'usage qu'on pourrait adresser. Et on en a quand même cartographié un très grand nombre. Selon le niveau de difficulté en fait et la capacité à les réaliser, donc on est tombé sur des problèmes d'hallucination au tout début, on est tombé sur des montages de pipeline trop simples initialement, et donc il a fallu qu'on tombe dans le trou pour se rendre compte que ensuite c'est intéressant de prendre d'autres IA pour choisir des IA. Donc c'est pareil, pour l'open source c'est pas un choix a priori, mais en fonction du rôle qu'on veut donner à l'IA, on va se tourner plutôt vers celle-là ou celle-là. Donc pour des juges, pour avoir un système génératif associé à un système qui ne sera pas forcément une IA mais qui sera déterministe lui, etc. Donc l'hallucination nous a fait perdre beaucoup de temps. C'est ça qui nous a bloqué à 85% de bonnes réponses par rapport aux recherches dans notre base de connaissances. Il y a aussi l'identification de mauvais cas d'usage. On a travaillé avec des médecins, pourtant on est en relation avec énormément de médecins, on a beaucoup de matières grises médicales chez Vidal, mais il y a certains cas d'usage, une fois qu'on les a fait fonctionner, on s'est rendu compte que c'était trop long, quoi. Le médecin il allait beaucoup plus vite tout seul, et donc il y a une grosse partie des cas d'usage qu'on a mis sur le côté et qu'on a décidé de finalement pas faire. Et principalement, c'est ces deux trucs-là. Il y a aussi le fait qu'on manquait d'expérience initialement. Donc, heureusement, on a été accompagnés. Ça nous a aidé à démarrer. Maintenant, on a du personnel en interne qui est formé, qui est capable de travailler. On a nos propres ingénieurs, etc. Mais c'était les plus gros problèmes sur lesquels on est rentré, c'était ça, c'était l'inexpérience. Donc on est tombé dans tous les trous initialement, les pipelines simples, l'hallucination, le LLM qui dit n'importe quoi, etc. Et puis maintenant, on arrive à avoir des niveaux de qualité avec des pipelines qui sont beaucoup plus complexes, qui se rapprochent de ce qu'on veut, en fait. Sur un niveau encore de connaissance qui est trop limité par rapport à ce qu'on voudrait faire. Mais justement, maintenant, le challenge, c'est d'arriver à rester à ce niveau de stabilité, de performance et de fiabilité en rajoutant plein de choses qu'on n'a pas chez Vidal. Par exemple, chez Vidal, moi je suis pas médecin, mais sur les symptômes, on n'a pas énormément de connaissances. Sur la pathologie, c'est pas notre spécialité. Il y a plein de choses qui sont autour finalement de la prise en charge et de la prescription qu'on est en train de rajouter, parce que le médecin, lui, il a besoin d'avoir une vue holistique sur l'ensemble de ces choses, et en plus par rapport à un individu et un cas en particulier. Donc voilà, les principaux échecs qu'on a rencontrés, c'était ça. Mais par contre, on n'a pas arrêté, on continue en mode un petit peu R&D pour continuer, lever les barrières petit à petit. Et je disais, moi je pense que dans l'accès à la connaissance, vers la fin de l'année, on aura un truc stable, bien. Et par contre, je pense qu'on continue à chercher pour aller plus loin. Vous savez, produits de santé, bon usage et sécurisation de l'utilisation de ces produits, puis stratégie thérapeutique, c'est-à-dire comment je t'aide finalement à vraiment faire la prise en charge de ce patient en particulier. Voilà. Merci beaucoup Thomas, on est très fiers de vous accompagner d'ailleurs. J'ai une question la même pour vous deux. Vous travaillez avec beaucoup de grandes entreprises. Quelles sont les erreurs que vous constatez dans la mise en place de projets d'IA générative? Et le pendant de cette question, c'est quelles sont les bonnes pratiques? C'est quoi? Quelles sont les best practices à mettre en place? Bon, nous, pour tout, quand on démarre un projet, on a une petite grille de qualification. Et concrètement, on a 3 choses assez simples. Il faut cocher toutes ces cases-là. Si on ne les coche pas, on ne part pas. Parce qu'on sait qu'on va, en règle générale, vers un désastre. Les 3 points qui nous semblent importants, le premier, c'est évidemment d'avoir un cas d'usage, mais d'avoir un cas d'usage très précis, qu'on peut expliquer en 2-3 lignes, en mots simples, compréhensibles par tout le monde dans cette pièce-là, et qui se résout à « j'ai des personnes dans l'équipe, 3 fois par semaine ». Ils doivent aller chercher telle information, ils doivent la retravailler pour le mettre dans tel document, et ils y passent trop de temps, ils viennent nous voir tous les mois en disant « j'en ai marre de faire ça ». Ça, c'est déjà une bonne manière d'écrire le cas d'usage. Le deuxième point important, c'est la donnée. C'est-à-dire que si on n'a pas accès à la donnée, qu'on ne peut pas voir la vraie donnée qu'on aura en production, ça ne sert à rien, parce que c'est un peu la surprise du chef. Ça nous est déjà arrivé de signer. Et puis à la fin, il disait on doit signer avec vous, même pas de NDA, il faut qu'on signe, et ensuite on vous donne les données.
C'est comme si on vous cachait un petit peu un vice. Vous achetez une maison, on vous dit cette pièce-là, vous ne pouvez pas la visiter. Mais après, dès que vous avez les clés, vous pourrez la visiter. Ça fait peur. Donc c'est exactement ça qui se passe. Ils t'envoient le premier dossier de données et là, patatras, les équipes viennent et disent mais c'est pas possible, on aurait dû nous prévenir, etc., etc. Donc les données, il faut les voir, il ne faut pas les cacher. Si c'est des données classifiées, il ne faut pas partir sur un premier pilote sur des données classifiées, il faut aller vers des données publiques, il faut trouver des manières de dérouter ça. Le troisième point, c'est l'accès au métier. Si c'est un projet top-down ou un projet du Data Lab et on est tous autour de la table et on s'arrête et on dit qui est-ce que j'ai autour de moi, que des data engineers, des data scientists, a priori, c'est qu'il manque des gens dans la discussion. Donc il faut avoir un accès au métier, et c'est ça qui est souvent le plus difficile, c'est comment j'arrive à bloquer quelques heures par semaine pour pouvoir parler avec un tel dans tel service, pour pouvoir lui demander de me créer des questions ou de me valider des questions, de me valider des réponses, et comment lui prémâche le travail pour qu'il ait le moins de boulot à faire et qu'il vienne juste 45 minutes faire une session de travail et qu'il puisse nous apporter la valeur. Ça régulièrement. Donc les 3 points, c'est pour nous la grille de qualification qui nous permet de dire on se lance. Et concrètement, est-ce que tu as pu voir des échecs qui étaient dus à un mauvais diagnostic préalable, comme tu le décris ? Si on fait ce diagnostic, c'est qu'évidemment, on a fait des échecs avant. Hein. Je parlais des données, évidemment, ça nous est arrivé de signer et le lendemain, on a les données, c'est la cata. Je parlais de l'accès au métier, ça nous est arrivé de travailler en chambre avec les data labs et c'est très souvent la cata parce qu'en fait, on design quelque chose qui est génial, qui peut très bien fonctionner, mais tant qu'il n'a pas été mis dans les mains des métiers, il ne sert à rien. Enfin, ça reste une idée avec du joli code. Et enfin, le premier, c'est le cas d'usage. C'est quand on me dit on en a 3-4, on va peut-être prioriser celui-là. Non, il faut qu'on trouve quelque chose pour lequel tous les jours, tu te lèves, tu te dis comment je vais résoudre ce problème-là. Et tous les soirs, tu te couches et tu te dis je ne vais pas dormir. Il faut aller à ce niveau de criticité-là. Très clair. Merci beaucoup. Nicolas, à ton tour. Alors, je n'ai plus la question, donc je vais faire une réponse. Tu veux que je te la répète ou ça Non, va c'est bon, je vais parler d'autre chose. Tout ce que tu as dit, je suis entièrement aligné. Les sujets de connectivité, accès, connaissances métiers. Peut-être moi, le point le plus important pour que l'IA soit adoptée dans une boîte, pour moi, il y a 3 critères. Bon, c'est pas de moi, c'est un chercheur de l'INRIA, mais je me l'attribue. C'est qu'elle soit utile, utilisable et de confiance. Donc utile, c'est effectivement déjà se lancer à un endroit où si ça marche, c'est un vrai proof point, un vrai point de valeur. Ça a vraiment changé la vie de certaines personnes. Donc ça, c'est aller dans quelque chose qui va être utile. Après, le sujet qu'elle soit utilisable et donc utilisée au quotidien, et ben c'est là où il faut des bonnes interfaces. Donc il faut vérifier que ce processus-là, je vais être en capacité de faire une solution qui est soit dans l'environnement de travail de la personne, soit dans quelque chose de familier. Nous, c'est pour ça qu'on fait des tableurs qui ressemblent à des Excel. C'est quelque chose qui est simple à appréhender. C'est pour ça que d'ailleurs les chatbots ont été simples, enfin autant d'adoption. Donc ça, c'est est-ce qu'elle est utilisable? Est-ce qu'elle est connectée à mes données? Est-ce que je peux en faire quelque chose ou est-ce que ça me demande de complètement sortir et de transformer mon workflow? Et dernier point, c'est la notion de confiance. Donc c'est ça, justement, il y a des workflows critiques ou certains points de données où si je ne fais pas le dernier kilomètre, je ne peux pas l'utiliser. Donc, par exemple, quand on fait de l'audit contractuel, on a besoin d'une fonctionnalité de citation IA. Sinon, je ne peux pas savoir si c'est utile ou pas. Quand on fait de la réconciliation de flux bancaires, il faut que je sache pourquoi on a associé des transactions les unes aux autres. Il faut que le niveau de performance soit tel que je puisse vraiment, sur un workflow critique, m'en servir. Donc, c'est un peu souvent une des 3 raisons qui déconnent. C'est parce qu'on se rend compte qu'en fait, 93% ne suffit pas. Et donc, du coup, il faut peut-être aller à des sujets où déjà, si je fais 93% d'automatisation, non, au contraire, c'est génial. Ou alors, l'interface n'est pas la bonne. Ou alors, on a automatisé, on a utilisé un marteau-piqueur pour un truc où il fallait juste peut-être pas s'en occuper ou changer le process. Donc, voilà. Pour quelqu'un qui n'avait pas la question, merci pour la réponse, elle était très bien. Je passe à vous, du coup, Davy. Paul, de votre côté, vous avez parlé de succès, comme Iris, mais dans votre cheminement chez Egis, dans l'IA générative, est-ce qu'il y a eu des échecs? Pourquoi? Quel enseignement vous en avez tiré? Très peu. Honnêtement, on a fait du bon boulot. Non, je rebondis sur ce que vous avez dit. Je suis très d'accord, notamment sur ces sujets de données. Quand on arrive, et notamment chez Egis, où il y a énormément de données, ça a été un premier challenge de retrouver l'ensemble de ces données, mais justement, ça a été un très bon accélérateur sur ces sujets-là.
On travaille main dans la main avec la Data Factory et ça nous permet justement d'avoir des vrais cas d'usage et de montrer l'utilité d'avoir une donnée qui soit centralisée, utilisable et accessible. Et je trouve que ça a été un très bon levier que l'on voit au bout d'un an et demi d'utilisation d'Iris. Les gens sont un peu plus sensibilisés sur ces sujets-là. Sur le sujet du risque du projet, pareil, je trouve que l'IA générative, ça crée beaucoup de... Les gens sont imaginatifs chez GIS et donc ils ont vu la chose arriver, ils ont eu plein d'idées de cas d'usage. Et nous, c'est une des premières questions que l'on pose, enfin, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est expliquez-le-moi simplement et dites-moi que vous le faites déjà, en fait, que c'est un process que vous faites déjà, qu'il y a des collaborateurs qui le font déjà, parce qu'en soi, les gens peuvent avoir des idées en se disant « Ah mais c'est super, en fait on pourrait faire ça, ça, ça ». Et en fin de compte, si quelqu'un ne le fait pas déjà concrètement, bah, en fait c'est un cas d'usage qui ne va pas marcher. On a 2-3 exemples comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé par des hackathons et donc on a quand même une liste de 200 cas d'usage, je ne sais plus combien, 150, 200, 312 pardon, 312 cas d'usage au départ. Et donc là, il a fallu raffiner, essayer de comprendre véritablement qu'est-ce qui se cachait derrière et comment on pouvait apporter de la valeur. Et donc je trouve que ce sujet de process, comment il est utilisé, comment on fait pour le dérisquer au fur et à mesure, c'est important. Pareil, le niveau d'accuracy. On a un projet typiquement de lancer un modèle on-premise. On est incapable, tant qu'on ne l'a pas fait, de savoir le taux d'accuracy des réponses. Est-ce que le modèle va halluciner? Donc il faut qu'on soit capable, tout au long de la route, de dire à l'équipe avec laquelle on travaille, c'est quoi votre taux d'accuracy au final qui est acceptable? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 80? Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 99? Et nous, ça nous permet après de nous aiguiller, de savoir si oui, on avance ou non. Et donc ça, pareil, c'est en tapant la balle avec les métiers qu'on arrive à trouver une bonne approche. Et du coup, pour prendre la suite, pour répondre à ta question, il y a un élément qui est assez majeur, c'est que là, j'ai 3 de mes collègues qui sont dans la salle. Ici, tu as quelqu'un qui a 25 ans dans l'entreprise. Moi, je suis pur métier core business de ce qu'on fait, ingénieur, je ne suis pas du tout data. Et là, on a des gens qui viennent plutôt du monde de la tech, data, et des collaborateurs qui ont grandi là-dedans. Et ce mix-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une vraie garantie en fait, de fonctionnement derrière pour s'assurer qu'on est connecté à une réalité, en fait. Parce qu'on peut vite partir dans les limbes, en fait. Franchement, on peut y passer, mais un grand bout de temps. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième, c'est que je parlais de 312. On a eu vraiment 312 cas d'usage brut. Ça a été un gros travail de mise en mouvement de l'entreprise, en fait. Parce qu'en faisant ça, on s'est dit, waouh, 312, c'est quand même beaucoup, en fait. Et en fait, petit à petit, on a travaillé. Et l'objectif, ça a été de se dire exactement ce que tu disais, c'est quand je me lève le matin, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'était le meilleur cas d'usage, franchement, sur le papier, en mode consultant? Je ne sais pas vous le dire. Par contre, il fait sens vraiment pour nos collègues dans leur activité. Et ça, pour moi, c'est un élément important à garder en tête, en fait. Et donc, ce binôme-là, alors ici, mais il y a des grands binômes qui ont été faits par ailleurs. Pour moi, c'est une clé de succès, en fait. Une garantie de succès, je dirais presque. Très clair, merci beaucoup. Et au-delà de l'efficacité et du fait de travailler main dans la main avec les équipes opérationnelles, est-ce qu'il y a des freins qui sont spécifiques aux grands groupes et des choses que vous devez valider avant de roll-out, enfin avant d'implémenter un projet? On respecte tout à fait les process de notre Aegis Book. Et ouais, bonjour. Oui, je vous fais la vraie version. Okay, la vraie version, c'est qu'il y a une feuille de route, une promesse associée et des gens qui ont fait confiance pour faire le job. Et c'est ce qui s'est passé. Des problèmes, on en a eu. Des justifications compliquées, on en a eu. Mon collègue de Donald qui nous dit « Mais comment je justifie ?» Ah ouais, super compliqué quand il faut repasser au COMEX et leur expliquer « Bon, alors en fait, on a pensé à ça, maintenant ça va être plutôt ça, mais la target reste la même. » Mais quelque part, c'est le principe. Enfin, c'est le principe, c'est à un moment donné, vous avez des équipes, on fait confiance, il faut avancer. Donc oui, on s'est pris des gamelles. Il a fallu faire des tableaux de ROI, on s'est posé la question, on était à la minute. Voilà, on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est la bonne target? Mais à chaque fois, on est revenu sur un mode de discussion de, attends, tu veux pas faire d'IA génératif? T'as le droit, si tu veux, vas-y. Regarde tous les copains là qui sont autour, ils vont le faire. Tu fais quoi? Ok, on y va. Donc voilà, la vraie vie, c'est que on a essayé, on a partagé, on nous a dit vos budgets, c'est le plus gros budget de la boîte, entre guillemets en R&D, même si c'est pas de la R&D, donc vous allez être surveillé à la loupe, au microscope, en gros tout ce qui peut être utilisé pour regarder quoi. Voilà, bon, on y est allé, voilà, on y est allé. Mais j'ai pas de recette miracle là. Là, c'est très humain en fait, c'est très organique en fait comme fonctionnement. Merci pour cette réponse transparente. On va passer, merci beaucoup. On va passer donc à notre deuxième question, qui est une question organisationnelle. L'enjeu, c'est de savoir comment la GenAI impacte l'organisation de l'entreprise et
comment repenser en fait l'organisation pour qu'elle soit idéale pour accélérer le time to market. Et on va rester avec vous, Paul et Davy. Je vous laisse répondre à la question. Time to market. C'est plutôt l'organisation. L'organisation. Alors, Quel impact Du coup, il y a eu un impact, c'est-à-dire qu'en fait, on est parti d'une situation qui n'existait pas. Et cette situation, il a fallu créer. Donc, en plus, on est dans un plan de transformation assez massif. La boîte a doublé de taille en 3 ans. Voilà. Donc, on est au rythme 40 acquisitions en 36 mois, donc plutôt bien, quoi. Donc, l'enjeu, ça a été de trouver des équipes qui avaient envie. Et en fait, le vrai sujet est parti de ce que disait Paul tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui sont arrivées à travers une société qu'on a rachetée, des gens qui ont une vision. Enfin, voilà, on passe un petit bonjour à Marie-Organe Le Barzik, qui a cette vision-là et du coup qui a embarqué avec elle un collectif. Et l'enjeu, ça a été de ce que disait tout à l'heure Paul, c'est comment on travaille tous ensemble. Donc moi qui étais en lead sur le programme Global IA, de travailler avec une verticale métier qui avait la compétence et de la mettre au service du groupe. Et donc là où ça a été extraordinaire, c'est que ça a fait sauter les silos en fait. La question n'était pas de savoir je me présente, je suis Aegis Bidule et juste truc chouette. C'est on est ensemble, on a un métier, vous êtes une équipe qui est capable d'avancer. Donc ça a été de faire sauter ça. Alors quand je vous le dis, là, franchement, ça paraît mais génial, facile. Je peux vous garantir que ça m'a pris toute mon énergie sur 2024. Mais c'est ça qui nous a fait avancer. C'est une vision, des gens pragmatiques, un métier qui est aux côtés, et on a embarqué au fur et à mesure avec des acculturations. Je regarde beaucoup Thierry qui est en face parce qu'il a assuré avec moi les acculturations. Ça a été un vrai sujet de se mettre à disposition des métiers pour les comprendre, les entendre et structurer ça. Voilà. Et avoir les bonnes compétences autour de nous, parce qu'on ne l'a pas fait tout seul. On a sous-traité avec des sociétés dans le domaine de l'IA qui étaient très bonnes là-dedans. Et on a créé aussi cette dynamique. Nous, on n'est pas des sociétés hyper agiles. On fait de l'ingénierie, des grosses choses. Donc apprendre l'agilité là-dedans, pour nous, en tout cas, personnellement, ça a été un vrai challenge aussi, quoi. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est globalement ma réponse. Donc, merci. On va passer à toi, Thomas. Même question. Est-ce que tous ces projets de GenIA ont impacté donc, l'organisation d'entreprise et comment ? Alors nous, on était exclusivement la couche métier. Si on fait par opposition à l'IA, on n'avait pas vraiment cette expertise, cette ingénierie en interne. Donc on a voulu s'accélérer en démarrant avec des gens qui l'avaient, d'une part. Et le gros changement d'organisation, c'est la mise en place justement de ce pool de compétences et d'arriver à faire collaborer des gens du métier, donc des profils chez nous, pharmaciens, pharmacologues, médecins, experts de ces sujets, avec des gens qui venaient de la tech aussi, des ingénieurs, du data scientist, data engineer, etc., qu'on n'avait pas avant chez nous. Donc c'était vraiment une culture nouvelle, et d'essayer de le faire de manière à ce que ça rayonne un petit peu dans l'entreprise sur les 3 sujets dont je parlais tout à l'heure, donc principalement l'accès à l'information et aussi l'aide à la décision clinique. C'est toujours en cours, mais je pense que c'est une transformation qu'on a bien entamée, qui nous permet maintenant d'avancer avec une vitesse de croisière honnête. Mais le gros changement organisationnel, ça a été la création finalement d'un nouveau pôle de compétences chez Vidal, spécialisé là-dedans. Merci beaucoup. Et je passe donc à toi, Nicolas. Ma question, c'est aujourd'hui, vous travaillez donc, tous les deux avec beaucoup de grandes entreprises. Et vous voyez en fait des différentes organisations. Si vous aviez une baguette magique pour avoir une organisation idéale pour que les projets avancent bien dans les grands groupes, ce serait quoi ? Moi, le point qui me surprend toujours, mais c'est peut-être que mon opinion, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a autant de boîtes qui essaient de construire leur propre plateforme ou operating system IA. Par exemple, aujourd'hui, ça viendrait l'idée de personne de construire son propre ERP. On utilise SAP, on fait des développements pour adapter ça. Mais je suis très surpris quand même du nombre de personnes sur des cas d'usage vraiment long tail, vraiment de productivité, qui n'ont pas le réflexe d'aller acheter des logiciels. Donc ça, c'est mon premier point. Et c'est toujours agréable des organisations qui ont déjà fait cet effort de réfléchir entre ce qui est core business et donc que je veux construire moi, parce que c'est de l'IP, ou c'est de l'equity value, où je me différencie, où je peux le revendre, où j'ai des sujets de data importants, d'intrication, j'ai besoin d'itérer, versus
des processus qui sont communs à toutes les entreprises. Et donc, a priori, un éditeur de logiciels qui investit des millions d'euros, qui a des équipes meilleures parce que les gens préfèrent aller bosser là-dessus que sur une petite version de la boîte, ils vont être meilleurs et le delta va s'accentuer dans le temps. Et je pense que comme faire des POC, c'est facile aujourd'hui, les boîtes souvent mettent des équipes pour construire des petites solutions. Et moi, je connais des très grosses startups technologiques qui ont fait cette erreur, qui ont mis des équipes de 6-7 personnes et qui, au bout d'un an et demi, se retrouvent à finalement avoir dépensé des centaines de milliers d'euros, voire plus, avoir des gens qui partent, avoir du code qui n'est pas maintenu et avoir sur 90% du travail de nos logiciels, c'est tout ce qui n'est pas l'IA. C'est la performance, les interfaces, les connexions, l'amélioration de l'improvement continu dans le temps. Donc c'est vrai que c'est toujours important d'avoir cette réflexion, de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je développe moi-même et qu'est-ce que je délègue. Et c'est ça qui permet de concentrer ses forces internes sur quelque chose qui a de la vraie valeur long terme. Voilà. Parce que très vite, les acteurs comme nous, au bout de quelques années, le delta d'expérience et de performance va être très très important. Voilà. Merci beaucoup. On passe à toi, Charles. Ouais, j'ai peut-être un premier élément de réponse pour toi, Nicolas, sur les projets qui sont menés en interne. Alors, il y en a qui doivent être menés en interne, d'autres a priori non. Nous, ça nous est vraiment arrivé fréquemment et c'est assez frustrant d'arriver à la fin de la phase pilote. Donc, je vous avais dit, c'est 4 mois où franchement, nous, on se donne à fond parce que c'est pas là-dessus qu'on gagne de l'argent. Franchement, c'est souvent des opérations à perte ces 4 mois. Mais ce qu'on veut, c'est d'arriver à un niveau de confiance du métier où, comme je vous disais, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, pour nous, on investit, on mouille vraiment le maillot là-dessus et on compte pas nos heures. Mais quand on nous dit, voilà, on est arrivé, on a la majorité des métiers qui disent, c'est bon, on se lance. Mais en fait, au COMEX, il s'est passé quelque chose. C'est que le CEO, il a parlé avec un type qui lui a dit que s'il n'était pas une entreprise GenAI First, dans 10 ans, il allait être remplacé par des entreprises GenAI First. Et que du coup, par des soucis de stratégie, évidemment, il veut que son entreprise, elle perdure. Il se dit, non, je dois intégrer ça et je dois devenir une boîte de tech. Et donc, du coup, tous les sites des boîtes, même des boîtes industrielles, ont changé. Il y a le mot AI très souvent dans le header du site. C'est assez hallucinant. Parce que c'est important pour eux, peut-être pour les actionnaires aussi, pour les marchés, de montrer qu'on n'est pas à côté de la plaque. Et ce que je peux comprendre. Pour autant, on a beaucoup de projets qui ont du coup été tués dans l'œuf, où c'était plus vraiment l'œuf, c'était le début de quelque chose qui était sympa, qui ont été tués justement pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes, a priori. À côté de ça, on a en face de nous énormément de grands groupes qui ont mis en place des projets, qui sont des projets bien pensés, qui sont des projets en production, et là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet irrationnel, et il y a un vrai sujet pour l'instant où ces 2 dernières années, c'est pour ça qu'on fait ce point-là au bout de 2 années, il y a eu beaucoup d'émotionnel, ça a cristallisé beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'informations dans les médias, et là on commence à retomber, rationaliser, couper les équipes, externaliser. Moi je vois des boîtes qui avaient internalisé et maintenant qui en 2 mois ont reproduit et ont amélioré ce qu'ils avaient fait en 2 ans. Donc voilà, on y est, et c'est une bonne position plutôt pour Nicolas et moi. La deuxième chose, c'était... j'ai répondu à Nicolas, et ensuite ta question, c'était... Ma question, c'était par rapport à l'organisation. L'organisation, oui. Même sur des projets, quand ils sont externalisés, qui sont vos interlocuteurs, qui sont les interlocuteurs idéaux et quelle est l'organisation interne idéale? Je ne la connais pas, l'organisation interne idéale, mais un des facteurs communs qu'on a dans les projets qui ont fonctionné, c'est qu'on avait des champions IA à chaque fois, qui venaient du métier, qui se sont pris d'intérêt pour le sujet et qui ont décidé et à qui on a donné l'autorisation de passer un tiers-temps, un mi-temps, pour explorer ça. Et donc, qui sont un peu des électrons qui comprennent très très bien le métier et qui peuvent ensuite être déportés et être avec nous pour aller dans le détail, pour justement représenter. C'est comme des délégués qui vont représenter les métiers au sein de l'équipe qui construit. Et ils doivent être dans toutes les discussions, et c'est eux qui sont garants de voir si on n'est pas en train de déconner, on n'est pas en train de faire une solution qui nous arrange et qui n'arrange pas les métiers. Et donc, dans nos cas, très souvent, les projets qui fonctionnent ont ces champions IA autour de la table. Ouais. Juste pour rebondir, je trouve que c'est justement ce qu'il y a de pas mal avec la GenAI, c'est qu'il y a une approche assez modulaire. Et donc, en fait, nous, typiquement, on a une plateforme core qui a été développée par nos soins parce qu'on pense que c'est core business. Et par-dessus, il y a des cas d'usage
où on va pouvoir faire appel à des sociétés comme les vôtres pour embrancher, et surtout, les autres que l'on souhaite développer ou pas, on constitue des équipes en interne. Et pour revenir sur ce que tu disais, je trouve que c'est un très bon vecteur aussi de facilitation et d'embarquement des équipes, parce qu'on arrive à reconnaître des champions effectivement en interne qui, eux, veulent porter ce projet. Et donc, on arrive à trouver en fait, des équipes un peu à droite à gauche, et c'est ce qui permet aussi une certaine émulation autour du sujet de la Gen AI. Et c'est je pense que c'est un des gros vecteurs aussi de réussite de notre produit, c'est d'avoir réussi à embarquer un maximum de monde autour de ces problématiques. Très clair. Merci beaucoup. Merci. On va passer à notre dernière question, donc, qui est une question d'ouverture. Et la question, c'est qui bénéficiera en premier de la Gen AI? Est-ce que c'est les startups? Est-ce que c'est les PME? Est-ce que c'est les grands groupes? Et sur un plan géographique, est-ce que c'est l'Europe, la Chine ou les États-Unis? On sait qu'aux États-Unis, par exemple, on a le privé qui est très en avance. En Chine, les projets d'IA et de GenIA sont intégrés à l'appareil d'État. En Europe, par exemple, Macron a promis plusieurs milliards d'euros d'investissement pour soutenir l'IA et l'IA générative. Donc voilà, le format est libre, donc n'hésitez pas à donner vos opinions. Je vais bien poursuivre par rapport à ma réponse tout à l'heure. Franchement, géopolitique, très compliqué. Par contre, il y a un sujet, en souveraineté, juste qu'on arrête de croire que la souveraineté, elle est qu'applicative. Ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un vrai sujet derrière, si on n'a pas l'infrastructure, si on n'a pas l'énergie, sincèrement, je ne vois pas ce qu'on va faire derrière. Donc, qu'on se repose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va le faire en souveraineté, c'est pas mal. On a un peu de retard, donc il va falloir qu'on se bouge un petit peu. France, Europe, ça, je sais pas, je suis pas politicien. En tout cas, les milliards, on va voir comment ils vont arriver. Mais en tout cas, il faut qu'ils soient fléchés pour quelque chose qui a du sens derrière, quoi. Voilà. Faire de l'IA pour juste refaire une petite image, c'est quoi que tu prends en général? C'est le petit enfant sur la Lune? Voilà, quoi. Super, mais c'est peut-être pas ça. Donc aussi peut-être revenir avec une rationalité derrière. Ensuite, après, mais c'est tout le monde qui va en bénéficier, en fait. À partir du moment où ça arrive dans cette petite boîte-là, dans notre quotidien, je veux dire, le jour où ça s'est arrivé, personne ne l'a demandé, en fait. C'est arrivé dans nos vies, on l'utilise tous. Donc pour moi, maintenant, ça va arriver de partout, donc tout le monde va en bénéficier. La bonne question, c'est comment on redevient rationnel, ce que tu disais, et qu'on revienne à des choses qui nous permettent d'avancer sur les objectifs que l'on a, je raisonne en entreprise, dans ce que l'on va faire dans l'entreprise. Et c'est là où on va gagner, en fait, derrière. Donc pour moi, c'est un peu comme l'école des fans. On va tous gagner. Maintenant, ceux qui vont chanter un peu mieux, c'est sûr qu'on va peut-être les repérer. Mais ça nous appartient, en fait, maintenant. Voilà. Donc géopolitique, je suis un peu prudent. Et sur le reste, il faut se bouger, quoi. Faut être acteur, quoi. Donc il faut passer en mode attaque et pas en mode défense. Voilà. Donc, Merci beaucoup, David. Peut-être... Alors, ça c'est plus, je prêche plus pour votre paroisse. Nous, on vend aux États-Unis et en Europe. Et c'est vrai qu'en France, les cycles de vente sont plus longs, les paniers moins élevés, les gens achètent plus du service, le bon vieux service SI qui coûte les yeux de la tête. Et ça, c'est une vraie différence, je pense, d'achat. En France, on n'achète pas vraiment de technologie. Il y a peu de gens qui investissent beaucoup dans la technologie. C'est très rare, les gens qui développent des plateformes elles-mêmes, qui sont prêts à investir des millions d'euros en comprenant ce que ça veut dire. Donc je pense que nous, si on veut y arriver, il faut que les gens achètent des logiciels et de la technologie. Et c'est ça les vraies différences entre les marchés. Et c'est là où on voit des gens qui peuvent acheter en 2 jours et engager des gros budgets rapidement. Et si ça ne marche pas, ils arrêtent beaucoup plus vite. Mais ça, c'est une première différence. Et après, sur le deuxième, peut-être un deuxième point, nous, dans notre média, on analyse beaucoup l'impact de la technologie sur les jobs, donc les métiers. Et il est vrai que mes parents sont à la retraite, par exemple, et tant mieux pour eux, parce que je vois bien qu'aujourd'hui, on peut finalement automatiser des tâches de la... comment on dit en français? De la description de métier. Donc, par exemple, si moi j'ai 8-9 activités à faire pour mon métier de commercial, peut-être qu'il y en a 1 ou 2 qui sont supprimées. En revanche, ce qu'on voit, ce que moi j'observe tous les jours, c'est des gens qui disent sciemment qu'ils ne vont pas renouveler certains postes parce que la productivité est importante, notamment sur les jobs qui permettent de rentrer dans la pyramide RH des boîtes. Donc notamment des jobs de stagiaires, de juniors, etc., qui souvent apprennent par des tâches administratives. C'est vrai quand on est assistant comptable, par exemple, au début on catégorise des transactions. C'est comme ça qu'on apprend
le blanc comptable. Bon, bah, ça, c'est automatisable. Donc je pense qu'on va quand même avoir un petit enjeu de continuer à vouloir recruter ces gens-là qui vont former les cohortes de salariés dont la boîte a besoin plus tard. Et il y a plein de PME qui décident de ne pas le faire parce que eux n'ont pas vraiment. Enfin, eux, s'ils peuvent payer 10 au lieu de payer 100, ils vont le faire. Et je pense que pour les grandes entreprises, vu la masse de personnes concernées, il y a quand même une stratégie RH, enfin people à mettre en place pour choisir de ne pas arrêter de remplacer sous prétexte que la productivité augmente. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Merci beaucoup. Juste rapidement pour parler des startups, parce que c'est aussi une audience qui est assez intéressante. Comment on va monter des startups maintenant qu'on a ces outils-là? Et je pense qu'on voit apparaître des nouveaux modèles de jeunes pousses qui n'ont pas besoin de lever d'argent, parce qu'au final, ils passent beaucoup moins de temps à construire leurs solutions. Ils ont l'intelligence d'aller chercher un petit problème et de le résoudre très très vite avec des assistants pour coder, avec des assistants pour designer, avec des assistants pour développer des interfaces intuitives. Et on voit des équipes très réduites, évidemment, qui arrivent à atteindre des seuils de rentabilité très très rapidement et qui n'ont aucune envie d'aller chercher des investissements externes. Donc je trouve que ça laisse aussi présager des parcours d'entreprise qui sont totalement différents et qui viennent casser ce qu'on a fait peut-être nous ces dernières années, c'est-à-dire monter un premier pilote, une première plateforme, aller chercher quelques clients, aller chercher des investisseurs et pour ensuite recruter, parce qu'on avait besoin de passer l'étape pour aller en production, on avait besoin de recruter ces 10-15 experts. Là, on arrive à avoir, dans certains cas de figure, des entreprises qui se passent totalement de ça grâce aux outils d'IA et notamment, évidemment, à la partie code assisté qui aujourd'hui est de plus en plus robuste. Merci beaucoup. Oui. Moi, sur la partie souveraineté et géopolitique, c'est pareil, je suis assez d'accord avec vous, je ne suis pas politicien. Et nous, on est sur une chaîne de valeurs un peu différente, mais je suis aussi d'accord sur le fait que tout le monde va en profiter. Nous, on va en profiter en tant qu'éditeur d'informations sur le produit de santé et de capacité à les utiliser facilement. On travaille globalement avec tous les hôpitaux de France, la plus grande partie, la grande majorité des éditeurs de logiciels qui font des logiciels médicaux. Donc déjà, d'un point de vue business, tous ces gens vont en profiter. C'est des petites sociétés en général. Il y en a des grosses, mais il y a plein de petits éditeurs qui n'auraient pas le moyen de déployer ou de développer des solutions de ce type. Donc le fait qu'on soit capable de le faire et de leur offrir sous forme de service leur apporte quelque chose à eux. Et tous ces gens, les hôpitaux, les éditeurs de logiciels, qui servent les médecins, qui vous reçoivent dans leur cabinet, eh bien, en bout de chaîne, finalement, ça va vous servir à nous, à vous également, pour la qualité de la prise en charge, pour la qualité du soin, et c'est un peu ce qu'on vise. Mais c'est vrai que ces efforts, il y a un côté business, puis il y a un côté qualité de la prise en charge, et un côté médical, quoi. Très important. Merci beaucoup Thomas. Place aux questions. On se prend un petit quart d'heure pour que nos intervenants répondent à vos questions avant de passer au champagne. J'ai dit champagne, plus personne n'a posé de questions. D'orange peut-être. Et en attendant que le micro arrive, je tiens à remercier donc en fait tout ce travail-là est issu d'une étude qui a été réalisée par Rislaine et Quentin en amont pendant 2 mois et demi, et c'est pour ça que c'était les meilleures personnes pour animer cette table ronde. Donc je les remercie aussi d'avoir organisé tout ça. À toi, Amélie. Merci, David. Non, en fait, le tribunal de Nanterre a bloqué le déploiement d'une IA générative il y a quelques semaines parce que le CSE n'avait pas été consulté et que cela constitue un délit d'entrave en France. Qu'est-ce que vous en pensez et voilà, comment est-ce que vous voyez les choses, en particulier pour les grands groupes? Ça me plaît bien comme histoire, on va regarder ça pour Millefeuille. On va creuser là. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'au-delà du droit, partager et communiquer sur un sujet qui touche l'ensemble des salariés, je dirais qu'on ne devrait pas avoir besoin d'un droit pour nous expliquer ça. D'accord? Donc, c'est la conviction et je pense qu'on la partage en groupe. Pour autant, il y a quand même une réalité entre la vie d'un groupe et de ses instances qui sont séquencées par plein de choses
et la rapidité à laquelle tout ça est arrivé, et encore une fois, je reprends la petite boîte, c'est arrivé dans les vies de tout le monde. Tout à l'heure, on parlait des articles qui arrivent, il y a je ne sais pas combien de milliers d'articles par jour, ce qui veut dire qu'en fait, on vit quelque chose, en tout cas, vu de ma fenêtre, je ne suis pas si vieux que ça, mais d'une rapidité, une fulgurance qui est assez incroyable. Donc à la question, est-ce qu'il faut le faire ou pas, la seule réponse, c'est il y a une obligation, il faut le faire. Maintenant, c'est comment on le fait, et comment on ne pose pas en mode on va tout interdire, c'est l'enfer, on va tout arrêter. Du coup, nous, on est en mode de travail avec eux, même si on est dans une période là où ça commence un petit peu à remonter, parce qu'il y a des désaccords sur certains sujets, mais du coup, on prend le sujet. Voilà. On bosse avec eux, et puis on avance, et on essaie de regarder, et on a inversé la logique habituelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a notre produit Iris, et en fait, au travers de ça, on en déduit, on comprend ce qui est en train de se passer sur nos métiers. Parce que sinon, franchement, on peut faire des tests pendant des mois et des années, on ne sait pas en fait. En tout cas, le on, je ne sais pas, et dans l'entreprise, on n'a pas d'éléments factuels, même l'OCDE explique plein de choses, mais elle n'explique pas comment il faut faire. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, je n'avais pas noté le Nanterre, donc je vais regarder. Bonjour, donc merci pour votre partage, c'était super intéressant. Moi j'avais une question, on a parlé pas mal de la partie confiance, hallucination, etc. Donc je me demandais comment vous avez implémenté un peu vos stratégies de test quelque part et de qualité sur vos différents modèles avant le lancement, mais aussi potentiellement après le lancement pour mesurer que quelque part vous pouviez avoir un outil vraiment fiable, utilisable et du coup voire même l'améliorer après avec l'utilisation. Merci. Alors sur Iris, on a un certain nombre de fonctionnalités qui permettent justement de vérifier la véracité de la réponse. La première fonctionnalité, c'est qu'à chaque fois, la majorité des questions que tu vas poser sont basées sur une base documentaire. Et donc à chaque fois que tu vas poser une question, on va t'indiquer une citation. Et en fait, la citation est cliquable et ça t'emmène sur ton interface à l'endroit dans le document où le contenu est pour générer la réponse. Donc déjà, c'est un premier exercice. On est dans une boîte d'ingénieurs, donc les gens ont quand même tendance à double-checker les choses. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bénéfique pour nous, puisque du coup, ils le font. Deuxième élément qu'on a rajouté, et ça, c'est sur les questions qui ne sont pas forcément liées à un document, on a rajouté un appel à un expert. Donc à chaque fois que tu poses une question et que tu as une réponse, tu as un petit emoji en bas que tu peux cliquer, ça te donne l'ensemble des gens dans l'entreprise qui sont normalement experts ou du moins sachants sur le sujet que tu viens de poser. Ça, c'est en cours de développement, parce que bien évidemment, il y a des sujets de données, des sujets d'expertise que l'on est en train de travailler, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, c'est un levier qui permet de créer une certaine digitalisation dans l'entreprise, parce qu'on va voir les gens en leur disant si vous remplissez ce dossier de GPEC pour savoir ce que vous savez faire dans la vie, on sera capable de vous afficher au bon endroit, au bon moment, et on pourra vous appeler si vous êtes expert en RE 2020, par exemple. Voilà, c'est des petits outils qu'on a rajoutés, enfin des petites fonctionnalités qu'on a rajoutées en aval. En amont, on fait beaucoup de tests. Honnêtement, tu l'as dit tout à l'heure, on a une approche assez agile, lean, et on essaye d'avoir un maximum de retours. On essaye chaque cas d'usage avec une cohorte au préalable, et on essaye de voir à quel point le modèle fonctionne et les réponses sont cohérentes par rapport aux questions posées. Pour compléter, je pense que la méthodologie d'évaluation, c'est franchement important et on n'y passe pas assez de temps dans les projets. Donc il faut investir là-dessus et de manière concrète, des bonnes pratiques qu'on a vues, nous, déjà, c'est d'arriver à créer des questions de la vie de tous les jours. Donc si on n'a pas d'historique, comment on fait pour créer des 50, 100 questions qui sont des vraies questions? Pas utiliser les benchmarks qu'on a en ligne, parce que les benchmarks open source, c'est pas pensé pour un métier à proprement parler, c'est pensé pour aller faire de la perf. Et si vous regardez les questions et les réponses vraiment dans le détail, c'est très farfelu. Et personne ne se pose ces questions-là en entreprise. Donc comment je pose des vraies questions d'entreprise? Et donc là, il faut investir du temps, il faut avoir des manières pour le semi-automatiser. Je prends 10 questions, j'en fais 100, je les fais évaluer par les métiers, etc. Et ensuite, les réponses. Comment je valide qu'une réponse est bonne ou pas? Et donc là, le niveau de granularité, il n'est pas aussi manichéen que ça. Ce n'est pas juste vrai-faux. Il y a des critères d'acceptabilité qui sont assez intéressants. Donc nous, on a 4 familles de réponses. Les réponses qui sont correctes, donc là, rien à dire, feu vert.
les réponses qui sont partiellement correctes, mais acceptables. Ça, c'est pas mal. C'est un cas de figure où on considère qu'on va dans le bon sens, on apporte de la valeur au métier, la réponse est bonne. Il peut y avoir peut-être un élément qui est faux, mais qui n'induit pas en erreur. Vous voyez un peu le détail. Ensuite, le troisième niveau, c'est partiellement correct, mais pas acceptable. C'est-à-dire que là, j'ai des bons éléments dans la réponse, j'ai des mauvais éléments, et ces mauvais éléments, ils sont, si je sous-pèse, beaucoup trop pénalisants pour la suite et pour l'acceptabilité de la réponse. Donc là, dans ce cas-là, on commence à passer du côté obscur. Et puis le dernier niveau, c'est la réponse est incorrecte avec l'hallucination, par exemple, qui est un des critères majeurs de pénalisants. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir avoir des grilles de notation qui sont un peu fines, qui sont un peu plus intelligentes que juste le vrai-faux, et qui permettent d'aller chercher des scores de confiance. Encore une fois, le score de confiance, si on le regarde en pourcentage, ça peut parfois être un petit peu embêtant. C'est-à-dire que si j'ai 99% de bonnes réponses, mais le 1% c'est sur des réponses critiques, bah, ça va être très pénalisant. Si j'ai 90% de bonnes réponses, mais les 10% de fausses réponses, c'est sur des questions qui sont annexes, qui arrivent très peu en fréquence, bah là, c'est beaucoup plus acceptable. Donc c'est vrai qu'il faut aussi faire gaffe avec ce fameux pourcentage, parce que parfois, ça peut être une mesure de vanité un petit peu, aller chercher le plus haut. C'est pas forcément ça qui va créer de la confiance chez les métiers. Moi, j'avais un commentaire à faire là-dessus. Nous, on l'a fait de manière complètement empirique au départ. Donc, comme on a quand même une armée de médecins, de pharmaciens, de pharmacologues, c'était assez. Et puis qu'on a des dispositifs qui accueillent des dizaines de milliers de médecins, notamment, et de pharmaciens. C'était assez facile de faire le corpus de questions que les gens pourraient poser à un outil de ce type. Ensuite, on a utilisé notre matière grise médicale à nous, en interne, pour avoir un corpus de questions de plusieurs centaines de questions types que les gens pourraient poser. Et ensuite, on l'a fait de manière purement empirique, c'est-à-dire on a fait aussi une petite interface, de manière à exposer ça à nos médecins, à nos pharmaciens, leur donner la possibilité d'avoir une réponse générée, la portion de document Vidal qui permettait de générer la réponse et un surlignage de la sous-partie de la portion qui avait exactement permis à faire ça, et la capacité de remonter une information, donc exactement ce que tu disais, c'est-à-dire c'est faux, c'est partiellement faux, c'est acceptable, c'est très bon. Ça, on l'a fait au début, c'était la première génération. Ensuite, on a commencé à vouloir utiliser une IA juge et de confronter le jugement de cette IA à ce qu'on avait fait de manière empirique. Et maintenant qu'on a fait ça, qu'on a commencé à arriver à fine-tuner un peu ça, eh ben, on s'appuie sur des juges justement pour démultiplier l'effort, mais en laissant toujours des opérationnels pharmaciens ou pharmacologues en bout de chaîne pour valider. Voilà. Bonsoir, je sais pas si c'est mon tour. Je vous ai coupé, pardon. Non, allez-y. Parfait. Bon, initialement, j'avais une question qui était très similaire à celle qui vient d'être posée. Je viens d'un bureau d'ingénierie sur pas mal de thématiques qui sont similaires à celles sur lesquelles vous travaillez. Beaucoup plus petit, on est 100, on n'est pas 20 000. Donc la question de l'expertise, c'est notre plus-value. En tout cas, c'est la question pour laquelle nos clients nous payent. Elle est vraiment omniprésente. Donc vous y avez répondu partiellement, voire même quasiment en totalité, donc je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, c'est plutôt d'un point de vue équipe. Donc première question, c'est point de vue équipe, comment est-ce que cet outil qui vous aide à avoir de l'information, en tout cas pour les ingénieurs, comment est-ce qu'il a été perçu? Est-ce qu'il est adopté par nécessité? Est-ce qu'il est adopté par efficacité? Et deuxième question, c'est point de vue client. Est-ce que c'est valorisé? Est-ce que c'est bien perçu? Est-ce que pour l'instant, comme c'est plutôt technologie interne, ça reste un peu secret? Enfin voilà, en tout cas, c'est une question et demie qui est un peu complète, quoi. Pour de l'interne, ça a été assez bien reçu. Comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette approche modulaire où on les a intégrés en fait, dans le processus de décision. Et en vrai de vrai, il y a quand même un côté... tu es assez fier en fait, que ta boîte commence à aller sur ces sujets-là. Même si on était très en avance sur plein de technologies, Aegis reste une vieille dame. Et donc le fait d'être assez innovant sur ces sujets, bah, ça a permis d'engager pas mal de gens. Le fait de... il y a eu un certain nombre de communications aussi où on a essayé de les intégrer. L'ensemble des gens qui utilisaient Iris ont communiqué. On avait une newsletter chaque semaine qui partait pour leur dire combien on était, les différentes fonctionnalités qu'on souhaitait mettre en place la semaine prochaine. Enfin, il y avait vraiment un aspect communautaire autour de l'outil. Et ce qui fait que les gens en fait, l'ont assez bien pris et étaient contents de contribuer. Je ne sais plus combien, mais le nombre de retours que l'on avait sur l'outil par semaine, il était, je sais pas, tu avais
500 retours par semaine, on avait un Excel qui se remplissait, tu vois. Et donc, il y avait vraiment ce côté un peu gamification autour de l'outil. Et donc, ça, c'était hyper agréable. Il y a eu quelques récalcitrants, mais ça, je pense que c'est un peu dans n'importe quelle boîte. Si tu arrives à faire la bonne formation au bon moment et expliquer comment ça marche, etc., en vrai, les gens ont assez bien pris. Mais je trouve que, bon, beaucoup de gamification autour du produit. 2, il y a vraiment un aspect communautaire. On a essayé de créer cette communauté avec un canal Teams, de la communication, beaucoup de réunions autour de l'outil sur les fonctionnalités qu'on souhaitait lancer. Et le dernier, je ne l'ai plus, mais ça me permet de faire la transition vers l'externe et nos clients. Il est modeste parce qu'en fait c'est quand même lui qui a accompagné globalement, il fait ses réunions et ouvert son agenda en permanence avec l'équipe, avec Thierry, Raphaël, enfin voilà, donc c'est un travail d'accompagnement, donc pour quelque chose qui est artificiel, ça a été hyper ancré et humain, quoi. Donc, et ça c'est une clé, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est comme la réalité. Donc là, si nos clients n'étaient pas au courant, donc là c'est mort, hein, voilà, donc voilà, merci. Non, je plaisante. En fait, c'est d'abord on a essayé de comprendre, parce que comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça nous apportait. Sûrement que nos patrons avaient voulu qu'on communique beaucoup plus et qu'on soit beaucoup plus marketing. On l'a pas fait. Je sais pas si c'est par pudeur, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on a voulu comprendre. On a une boîte d'ingénieurs, quand on fait des ponts, on veut s'assurer que ça tient, quoi. Donc là, du coup, on se dit, attends, on va quand même brander, et qu'est-ce que ça fait? Maintenant, on commence à en discuter, à voir avec des partenaires avec qui on se sent en confiance, et de se dire, écoutez, il y a ça, mais dans une logique de se dire, qu'est-ce que ça nous apporte si on vient avec ça? Le but, c'est pas de leur dire, regardez comment on est super bien, on a fait un truc. Parce que pour de vrai, je pense qu'on va trouver des boîtes d'ingénierie dans le monde qui font des trucs encore plus waouh que ce qu'on a fait. On considère ni que c'est waouh, on se dit juste, il y a un sujet, on l'a pris, on est fiers de l'avoir pris ensemble et on bosse. Si ça apporte de la valeur ensemble, client, c'est cool, on y va ensemble. Voilà. Donc pour l'instant, on va commencer à le faire. Voilà. On a quand même quelques entreprises dans des groupements qui nous ont demandé, alors plutôt de la taille de plus petite taille, qui nous ont demandé justement si cet outil était utilisable, et on s'est beaucoup posé la question d'externaliser cet outil. Bon, finalement, sur la route, on a eu d'autres sujets à gérer, mais ça a été un des challenges que l'on s'était posé sur 2025. Et donc, effectivement, tu vois, c'est des assez bons retours micro qu'on a pu avoir. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer au champagne et de mettre la pression avec les. Je ne veux pas prendre tout le temps la parole. On a eu le phénomène du citizen developer no-code, low-code, hein, où le métier prend le pouvoir et la DSI accompagne. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir le même phénomène avec l'IA, c'est-à-dire que le métier prenne le pouvoir sur l'IA et que la DSI, les experts accompagnent les métiers? C'est complètement, en 2 phrases, hein, c'est complètement la continuité de ça. C'est qu'il y a encore plus de compétences accessibles avec une abstraction encore plus importante, puisqu'avant il fallait coder avec des langages de plus en plus accessibles. Et aujourd'hui, en tout cas à ce stade, il est possible de faire des V1 de beaucoup de choses. C'est impossible de faire des choses, on ne peut pas développer une web app avec de l'IA, c'est faux. On peut faire des V1, après il faut mettre le truc, mais il y a une courbe qui suit la quantité de travail qui est automatisable avec l'IA. Au début, c'était des questions-réponses. C'est des choses, c'est 10, 20 secondes, une recherche web. Et le temps de travail automatisable avec qualité, il augmente. Donc il est très probable que bientôt, il y ait des choses de plus en plus complexes qu'on soit capable de faire avec des modèles. Et ça tend à augmenter. Donc moi, j'aurais tendance à dire que oui. Déjà, je suis très content de pouvoir faire des designs et des vidéos moi-même. Faire en tout cas un simili selon mon designer. Voilà, c'est un simili design. Mais un jour, je pourrais, je pense, faire aussi bien que lui. Ouais. Merci beaucoup. On va clôturer cette table ronde. Et je réitère mes remerciements aux intervenants et à vous qui êtes venus. Donc, place au champagne et merci encore.